Alors, tu sais, bon, pour Sonia, tu me connais déjà, mais Patrice, vraiment enchanté. Tu sais, ça fait depuis plus de 15 ans que je recrute. Puis j'organise plusieurs organisations québécoises, des connues, des moins connues, justement à bâtir des équipes solides et performantes. Puis ben, aujourd'hui, je vais vous parler du sujet, là, combien vous coûte une mauvaise embauche, parce qu'on l'a tous déjà vécu. Moi, Mhm. je l'ai déjà vécu, comme tu me disais, Patrice l'a déjà vécu. Puis, tu sais, quand on parle de recrutement, on parle souvent de ajout de quelqu'un dans une équipe. Ah, on annonce l'arrivée, on investit du temps, on veut que ça fonctionne. Tu sais, on est vraiment dans le processus. C'est important pour nous. On veut que ça nous aide à valoriser la compagnie. Puis on fait beaucoup d'efforts. Puis malgré les efforts, on réalise des fois, semaines ou quelques mois. Ah, on a une nouvelle personne qui se joint. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce qu'il est rentré sur l'appel? Et puis, parfait. Salut Jean-Philippe. Salut, salut. Mhm. Bienvenue sur le webinaire. On a commencé, mais on va continuer avec toi. Merci de te joindre à la rencontre. Fait que, comme on disait, c'est que on veut que ça fonctionne. On est vraiment investi dans le processus. Puis on réalise qu'après quelques semaines ou quelques mois, c'est pas la bonne personne. Puis la question qu'on se pose souvent quand ça arrive, c'est combien ça coûte vraiment le recrutement? C'est beaucoup d'entre nous, surtout qu'on a commencé en affaires, on pense que le coût, c'est le salaire payé durant la période d'essai, mais c'est pas vraiment le cas. Une mauvaise embauche coûte en moyenne 1,5 à 3 fois le salaire annuel de la personne. Je vous donne un exemple. Pour un poste de 80 000 on parle facilement de 120 000 à 240 000 de perte. C'est énorme. Puis, je vais vous parler un petit peu de c'est où ce que ces dollars-là ils viennent. Tu sais, c'est où ce qu'il vient ce 1,5 à 3 fois le salaire annuel de la personne, puis comment qu'on le calcule. En fait, ça vient du temps passé en recrutement, la formation et l'encadrement. Puis là, ça peut monter, là, dépendamment de combien de personnes qui sont dans l'équipe, qui sont en train de les former. Souvent, c'est pas une seule personne qu'on va parler, c'est plusieurs personnes. Si on a fait le mauvais choix, automatiquement, il y a une baisse de productivité. Donc, on sait que cette personne-là va venir nous ralentir à la place de nous donner la vélocité qu'on cherchait. Il y a l'impact sur l'équipe. Des fois, la personne peut être une personne qui est négative ou qui fait que l'équipe reste à la même place. Donc, ne fournit pas l'effort nécessairement qui permettent d'avancer. Et bien sûr, le ralentissement des projets. Dépendamment de l'envergure des projets, le coût peut augmenter. Puis, finalement, tu sais, on se retrouve à la fin, puis on recommence à zéro. Donc, on recommence le processus. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le 1,5 à 3 fois le salaire annuel. Donc, tu sais, quand vous embauchez quelqu'un, pensez à votre salaire annuel puis dites comment je peux m'assurer que je sauve ce temps-là, sauve cet argent-là. C'est toujours comme ça qu'on va le calculer. Fait qu'on part de voici le salaire annuel, ça pourrait me coûter jusqu'à 3 fois le salaire. Maintenant, faisons les bonnes choses pour s'assurer que ça n'arrive pas. Fait que je vais vous raconter une histoire qui nous est vraiment arrivée chez Recruit. Parce qu'on fait du recrutement aussi, la chasse de tête, on est sollicité pour du service. Donc, ça arrive que les gens nous sollicitent pour ça. Puis, il y a quelques mois, on a une entreprise technologique qui est en pleine expansion. Ils nous ont contactés, ils étaient coincés dans une situation difficile. Ils devaient absolument embaucher un spécialiste clé dans le domaine de la vente. C'est un rôle stratégique pour la croissance. Donc, un rôle important, un salaire quand même c'est intéressant qui a un impact sur le budget, le PNL. Donc, pendant 4 mois, ils avaient publié des annonces partout, Indeed, LinkedIn, etc. Tous les outils qu'on connaît très bien. Ils ont reçu plus de 80 CV. Donc, tu sais, vous vous souvenez, hein, quand on reçoit les CV, hein, on prend le temps de les regarder, on les lit. Puis il y en a qu'on finit par pas lire, puis des fois, les candidats sont là-dessus. Puis on les saute, ils vont ailleurs. Souvent, ce qui arrive quand on recrute, tu sais, on choisit nos 6 meilleurs. Après ça, on dit, OK, là, c'est mes 6 meilleurs cette année, là, j'arrête. C'est souvent ça notre réflexe. Ils ont rencontré plus de 12 candidats. Ils ont investi des dizaines d'heures en entrevue. Puis pourtant, ils ont fait la mauvaise embauche. Fait que, tu sais, tu sais, fait que qu'est-ce qui est arrivé? L'équipe a commencé à perdre confiance. Tout ce qu'on parlait tantôt, les projets ils ont accumulé du retard, la pression interne, ça devenait insupportable. Puis à ce moment-là, ils se sont posé la question simple, est-ce qu'il y a encore des bons candidats sur le marché? C'est ça qu'on se remet en question. Hein. On se dit, tu sais, j'ai pris tout ce temps-là, j'ai recruté, puis là, on était tous là autour de la table.
Tu sais, ça avait l'air bien beau, là. Tout le monde était d'accord sur la candidature. Puis finalement, on trouve pas le bon candidat. Mais en réalité, c'est que c'est pas ça le vrai problème. Tu sais, c'est le vrai enjeu, c'est quand on les a rencontrés, l'équipe de direction, c'est que ils ont réalisé quelque chose d'essentiel. Ils cherchaient un candidat uniquement en fonction des compétences techniques, mais ils n'avaient pas pris le temps d'identifier l'environnement humain dans lequel cette personne allait fonctionner. Ils cherchaient un expert technique, mais c'est pas vraiment ça qu'ils avaient besoin. Oui, ils avaient besoin de quelqu'un de technique, mais ils cherchaient quelqu'un qui allait collaborer avec les gestionnaires, avec leur style humain qui est particulier, quelqu'un qui est capable de performer dans un environnement flexible et en pleine transition, puis quelqu'un qui a des valeurs alignées sur leur vision de l'entreprise. Chaque entreprise est différente, donc c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. On peut pas juste prendre quelqu'un en entrevue puis dire voici, tu vas rentrer chez nous. Est-ce que ces valeurs sont alignées sur la vision de l'entreprise? Ils pensaient recruter pour un poste, mais c'était pas ça qu'ils devaient faire. Ils devaient recruter pour une culture, un rythme, puis une mission. Puis au lieu de seulement parler de logiciels, de méthodologie, d'expérience, on a commencé à leur parler de personnes, de personnalité, de style de gestion et de communication. Puis c'est là qu'ils ont vécu le tournant. En moins de 3 semaines, un candidat est apparu, pas parce qu'ils avaient la liste parfaite des compétences, parce que souvent, il y a pas mal des compétences qu'on peut apprendre, puis c'est un bucket list. Hein. C'est presque impossible d'avoir quelqu'un qui a tout ce qu'on recherche dans un même paquet. Là. On est des êtres humains. Là. Pas mal de choses qui s'apprennent vraiment très rapidement. Puis ils l'ont choisi parce qu'il y avait la bonne attitude, l'humilité et la curiosité pour apprendre, ben, les valeurs humaines aussi de l'équipe qu'ils avaient communiquées, là, puis le style de collaboration qui connectait naturellement avec eux. Donc, le rythme. On parlait un petit peu plus tôt du rythme. Cette personne-là avait le même rythme qu'eux. Fait qu'après une seule rencontre, l'équipe a dit c'est lui. C'est lui qu'on. Mais pourquoi qu'ils se sont dit ça? C'est parce qu'ils ont fait tout le travail en amont qu'on a parlé préalablement pour pouvoir justement savoir scientifiquement et avec certitude que c'était la bonne personne, c'est lui, et on le sent. Puis ils avaient raison. Dès la première semaine, parce qu'ils avaient fait tout ce travail-là en amont, ils ont débloqué un projet critique bloqué depuis des mois. 3 semaines plus tard, un client stratégique envoie un courriel de félicitations. L'ambiance interne a changé, les gestionnaires ont encore recommencé à respirer et l'équipe avait retrouvé sa confiance. Fait que je sais que je passais à travers pas mal d'éléments rapidement, mais pour faire un recap, c'est de voir qu'on ne recherche pas nécessairement quelqu'un de façon juste technique, en fonction des compétences techniques, mais c'est d'identifier c'est quoi l'environnement humain dans lequel cette personne va fonctionner, puis de voir, est-ce que cette personne est capable de collaborer avec les gestionnaires, avec le style humain que vous avez dans votre entreprise, puis de performer dans un environnement flexible en pleine transition, puis que cette personne a des valeurs alignées sur la vision de l'entreprise. Pourquoi l'embauche échoue souvent? Je vais vous parler de ça parce que des fois, on l'oublie. Mais c'est un petit rappel, c'est que oui, on a parlé des compétences techniques, mais des fois, on est mis sous pression. On a des résultats à livrer, puis là, on décide d'aller vite. Ça, c'est le deuxième plus grand élément pourquoi les gens, ils recrutent mal. Puis, il n'y a pas l'évaluation réelle du fonctionnement interne dans l'équipe. Donc, cette évaluation-là va permettre de justement faire ce travail qu'on a parlé, le tournant, le fameux tournant, de façon concrète, puis de façon à ce que le recrutement soit bien fait. Fait que je vous ai promis de vous parler un petit peu d'outils concernant les concrets pour les gestionnaires. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir un super bon succès? Fait que c'est sûr que la technique, ça reste super important. Fait que de bien définir c'est quoi le côté technique d'un recrutement, ce que vous cherchez. Mais il faut aussi faire le travail de qu'est-ce que vous cherchez au niveau comportemental, très, très, très important. Fait que c'est quoi c'est qui vous êtes dans l'entreprise? Puis ça, c'est important de le définir. Puis c'est pas par des mots, mais c'est de regarder à l'intérieur, de voir qu'est-ce que vous faites vraiment et comment vous agissez vraiment. Et après ça, bien sûr, tout ce qui est culturel et valeur. Est-ce que cette personne va évoluer ici? Puis, si vous n'avez pas mis ces 3 éléments-là, si vous n'avez pas mis ces 3 dimensions-là, votre recrutement ne peut pas être solide.
Puis il y a trop d'entreprises qui évaluent juste la dimension technique. Ça prend vraiment ces 3 éléments-là. Le technique, le comportemental, la culture et les valeurs. Je vais aussi vous partager des questions essentielles en entrevue qui peuvent faire toute la différence. Tu sais, il y en a sûrement que vous connaissez vraiment bien. Tu sais, souvent, on va dire, raconter une situation, vous avez vécu un conflit en travail, mais puis comment qu'ils l'ont géré. Mais prenez le temps de décortiquer la réponse du candidat ou de la candidate, parce que ça va vous démontrer c'est quoi sa façon de gérer les conflits, parce que, comme on sait tous, c'est sûr qu'il va y avoir des conflits. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Fait que prenez le temps de poser cette question-là à travers l'entrevue. Euh, si votre gestionnaire devait vous décrire en 3 mots, quels seraient-ils? Pourquoi on dit 3 mots? Parce que souvent, on pose, tu sais, peux-tu me dire des 3 qualités sur toi ou une qualité sur toi? C'est trop facile. Les gens vont trouver des mots génériques. Mais avec 3 mots, les gens sont obligés de réfléchir à, tu sais, 3 éléments qui vraiment les représentent. Et on peut voir des fois des points en commun avec ces 3 mots-là. Donc, c'est de faire ces liens-là. C'est qui cette personne-là? C'est quoi les mots qu'elle utilise? Puis, quel type d'environnement vous permet de performer au maximum? Ça, cette question-là est super importante. Un exemple de recrutement, cette personne-là avait besoin d'une équipe pour super bien fonctionner. Puis dans cette équipe-là, elle allait se retrouver comme le seul lead, puis pas d'équipe en TI, puis ça allait être la seule personne. Donc, comment cette personne pouvait performer dans cet environnement-là? C'était impossible. C'était pas une bonne embauche, malgré que cette personne-là, techniquement, était très bonne, très habilitée, excellent background. Ça pouvait pas fonctionner. Puis ces 3 questions-là, ça permet d'évaluer la maturité, la communication, le comportement sous pression et l'honnêteté. Fait que c'est pour ça qu'on pose souvent ces 3 questions-là à travers les entrevues. Puis, est-ce que vous connaissez le test du dimanche soir? Le test du dimanche soir, c'est le test qui est le plus facile parce que dans le fond, c'est vous vous posez la question, est-ce que je serais heureux de travailler avec cette personne-là lundi matin? Si vous répondez non, ben, tu sais, c'est pas une bonne embauche. Parce que si cette personne-là vous stresse, vous rend mal à l'aise parce que vous allez devoir ramasser en arrière d'elle, vous n'êtes pas sûr que si cette personne-là va se pointer à l'heure, déjà le dimanche, cette personne-là vous cause des stress mentaux. Même déjà à l'entrevue, vous l'avez senti ça. Vous voulez pas travailler avec cette personne-là. Et ça, c'est le test du dimanche soir. Vous voulez pas travailler avec elle lundi, embauchez-la pas. Et si la réponse est oui, bien sûr, c'est un bon match. C'est quoi la règle des 72 heures? C'est vrai que dans le recrutement en ce moment, on parle de rapidité puis de prendre des décisions rapides. Il faut agir vite, il y a beaucoup de compétition, etc. Oui, il faut agir vite, mais il y a la règle du 72 heures. La règle du 72 heures, c'est que quand vous avez fini l'entrevue, quand on fait un wow, souvent on est super excité. Ah, wow, 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 on capote, puis tu sais, là, OK, il faut embaucher, c'est la personne, c'est ma number one, puis c'est fini, puis après ça, on embauche, là, c'est fini. Mais la règle du 72 heures, c'est juste parce qu'on a besoin de ce petit recul-là qui permet que les émotions de l'entrevue redescendent. Parce qu'il y a des profils qui sont excellents à se présenter en entrevue et qui créent naturellement des émotions, sont capables de générer toute cette vibration à l'intérieur de vous, puis qui vous incite à prendre des décisions rapidement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est après chaque entrevue, c'est de mettre vos évaluateurs, tous ceux qui ont été présents, d'avoir des évaluations qui sont individuelles, pas tout de suite, là. Vraiment, 72 heures, tout le monde, on met le paquet ensemble, puis on fait une notation objective basée sur la matrice 3D qu'on a parlé un petit peu plus tôt, donc les 3 questions, puis une discussion de groupe seulement après 72 heures. C'est sûr qu'il y a des recrutements qu'on a. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre. Excellent. Puis, c'est sûr qu'il y a des règles qu'on veut suivre. Tu sais, on veut pas qu'un recrutement avec un élément dure plus que 2 semaines. Puis là, je parle d'une personne en particulier. Fait que ce qui veut dire que si cette personne-là, on commence un processus avec elle, on veut pas laisser un gap de 2 semaines sans qu'on lui donne un retour, un avis, etc. Fait qu'il faut que le 72 heures fasse partie de ces 2 semaines-là. Donc, si on a dépassé les 2 semaines, ben, on va devoir écouter le 72 heures. Parce que psychologiquement, c'est prouvé que les candidats qui vont sentir qu'on prend trop de temps pour réfléchir vont se désengager parce qu'ils vont pas se sentir assez désirés.
Donc, s'ils ont une autre offre et une autre offre où ils vont sentir que l'employeur est plus excité par leur candidature, ils risquent de les choisir juste pour ça. Donc, tu sais, on essaye, tu sais, de se mettre un timeline. OK, j'ai commencé avec ma candidature, telle date, puis là, on compte un 14 jours. On ne devrait pas dépasser la réponse entre le non et le oui en 14 jours pour chaque candidat. Donc, on inclut le 72 heures là-dedans. Puis cette méthodologie-là des 72 heures, ça nous permet de réduire les biais émotionnels puis les décisions impulsives. Puis ça va être un des éléments qui va nous permettre de faire ce choix-là qui est vraiment intelligent. Puis je vais vous parler aussi du checkpoint d'alignement mutuel avant l'offre finale. Euh, Puis, tu sais, l'offre finale, tu sais, des fois, c'est de la négociation. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais on veut poser ces trois questions-là avant de faire l'offre finale. Tu sais, on veut savoir, est-ce que notre candidat a compris, qu'avez-vous compris de notre organisation et ce qu'on attend de vous? Tu sais, on veut vraiment être sûr qu'il a compris c'est quoi qu'on fait, où qu'on s'en va, puis ce qu'on attend. Parce que on voit des fois des gens qui arrivent vers la fin du processus, sont sur trois, quatre processus, puis là, ils cherchent juste une job. Fait que vous voulez éviter d'engager quelqu'un qui cherche une job et qui ne sait pas où ce qu'elle s'en va. Puis, vous voulez que la personne ait déjà réussi à se projeter. Puis si la personne n'est pas capable de se projeter dans l'emploi, c'est que cette personne-là n'a pas vraiment compris ou vous lui avez mal expliqué ça va être quoi son rôle. Attendez-vous de Ah oui, Sonia. Ben, excuse-moi, tu vas peut-être le dire, mais ton checkpoint, ça, c'est après ton 72 heures aussi? C'est avant de conclure ou ça fait partie de ton entrevue? En fait, tu as fait ton entrevue finale, mais ce Ouais. qui arrive, c'est que tu peux avoir dans ton processus ou le processus des références, référencement, credit check criminel, crédit, etc., qui est en parallèle de faire ton offre. Et ça, tu veux déjà être prêt à, comme on a parlé Mhm. à ton candidat avant. Puis juste avant ou pendant que tu fais l'offre, tu vas lui poser cette question-là. Tu vas vraiment lui poser cette question-là pour assurer que tu ne fais pas l'offre pour rien. Parce que dans Super. le fond, ça ferait partie plutôt d'une offre verbale avant l'offre écrite. OK, fait du sens. Merci. Et c'est à ce moment-là que tu vas lui poser ces questions-là, puis ça va te permettre de sauver du temps, puis pas écrire une offre finale écrite pour rien. Puis après que tu as pu identifier, vous avez pu identifier c'est quoi, si cette personne-là peut se visualiser pendant les 6 premiers mois, tu veux lui poser la question, dans quelles conditions pourriez-vous décider de quitter? Et pourquoi on pose cette question-là? Parce que c'est une question qui est très importante parce que vous voulez savoir si chez vous, vous avez des conditions qui pourraient faire cette personne quitter. Puis, tu sais, récemment, on était sur un recrutement stratégique qui avait pris euh, plusieurs semaines. Puis, à la fin du processus, en posant cette question-là, on s'est rendu compte que cette personne n'avait avait peur de l'incertitude. Puis effectivement, il y avait dans cette compagnie-là deux compétiteurs qui étaient très, très, très forts. Et cette personne-là allait devoir se battre pour gagner des territoires. Donc, ce qui pouvait dire qu'il y avait un taux de cette personne-là pouvait échouer. Cette personne-là pouvait échouer parce que ça allait être très dur de réaliser son mandat. Et puis, cette personne-là a fini par quitter le processus parce que cette personne-là a besoin de certitude qu'elle pourrait travailler là pendant les 6, 7, 8 prochaines années, mais la compagnie ne pouvait pas lui offrir sa certitude parce que ça allait être très difficile de réaliser ce mandat-là. Fait que vous voulez poser cette question-là, puis établir c'est quoi ces points-là qui pourraient faire que cette personne quitte, parce que ça va vous donner le droit de ou dire non, ou à la personne de dire non, et d'éviter les malentendus qui peuvent être très, très, très coûteux. Puis aussi, quelque chose qu'on voit souvent qui manque dans tout ce processus-là, c'est le plan de réussite 90 jours. Fait que c'est quoi ce plan de réussite 90 jours? C'est un document que vous devez co-construire avant même de signer l'offre. C'est les objectifs à 30 jours, les objectifs à 60 jours, objectifs à 90 jours. C'est des indicateurs mesurables de réussite. Si le plan est flou, l'intégration sera toujours fragile. Parce que si cette personne-là découvre tous ces éléments-là une fois que elle rentre, il va avoir des frictions. Puis cette personne-là peut se désengager
si c'est pas bien organisé, pas bien structuré déjà à l'interne ou que ces points-là ont pas été discutés. Puis bien sûr, une fois qu'il y a onboarding, ben, on veut qualifier les facteurs énergétiques. Tantôt, Patrice, tu parlais de hire slow, fire fast. Ça, c'est super important. C'est sûr que malgré qu'on fait tout ça, on peut se tromper. Et il arrive des choses, nous sommes des humains, il peut y avoir des changements de vie, la maladie, déménagement, etc. Fait qu'il va falloir aussi, même si on a un plan de réussite de 90 jours, regarder le facteur énergétique parce qu'il y a des découvertes qu'on va faire des fois, une fois que la personne est rentrée. Fait qu'il faut s'assurer de se poser des questions comme euh, cette personne apportait de l'énergie, on en retire-t-elle? Puis toutes les équipes performantes se construisent autour d'énergie positive. C'est pas autour de la tolérance au minimum. Fait que dès que la personne rentre, essayez d'évaluer ça. C'est quoi que cette personne m'amène? Puis ça, il faut que ça se fasse très, 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 très rapidement. Fait que je vais aussi vous partager, on en a parlé, mais peut-être juste un recap de tout ce que les meilleurs recruteurs. C'est pourquoi qu'avec cette différence-là, ils font des très, très bons recrutements. Puis je vais pouvoir vous envoyer ça. Donc, c'est compétences plus valeur, extrêmement important. Assurez-vous de connaître les valeurs à l'interne dans votre entreprise pour pouvoir les marier à vos compétences. Effectivement, les compétences, ça s'apprend. Donc, on recrute en fonction de ces deux éléments-là. Impliquer l'équipe. Souvenez-vous que nous sommes dans une équipe, nous sommes comme des morceaux d'un puzzle. Vous n'allez pas, oui, vous êtes peut-être la personne qui prend la décision finale, mais ces gens-là vont travailler avec cette personne-là. Donc, vous voulez les impliquer dans la décision finale d'embauche. Puis même en amont aussi, si c'est possible. Puis des décisions lucides, on a parlé de la règle de 72 heures. Donc, tu sais, si vous devez recruter sous pression, c'est la pire chose que vous devez faire. Si vous devez prendre des décisions rapides, c'est la pire chose que vous devez faire. Prenez votre temps, euh, prenez du recul, soyez scientifique par rapport à votre approche, comme ça vous augmentez les chances de succès. Puis finalement, mesurez l'intégration. Un bon recruteur mesure l'intégration dans l'équipe, le rôle, pas seulement le processus d'entrevue. Fait qu'on en a parlé tantôt. Regardez les facteurs énergétiques. Est-ce que cette personne-là m'apporte de l'énergie? Est-ce que cette personne-là nous apporte de l'énergie? Est-ce qu'elle apporte de la valeur aux autres membres? C'est comme ça que vous allez voir. Et c'est vraiment pour vous démontrer que, tu sais, le recrutement, c'est pas un jeu d'intuition, c'est un système. Puis lorsqu'il est structuré, ben, l'embauche devient une décision stratégique et vraiment prévisible. Donc, tu vois, on n'a pas été tant de monde que ça. Fait qu'on va avoir pas mal de temps pour plusieurs questions. Puis, je suis passé un petit peu plus vite à travers la présentation, mais je peux revenir sur des éléments, s'il y a des éléments sur lesquels vous avez des questions, des questionnements que vous avez eus. Ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. Je sais que et Jean-Philippe Martineau aussi, qui est recruteur, que je connais très bien, que si tu as une opinion aussi que tu aimerais partager avec nous par rapport à ce que j'ai partagé tantôt, tu n'étais pas là au début, mais ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi, échanger. Tu sais, ça se veut vraiment une place d'échange, puis d'apprentissage, de formation pour nous tous. Donc, je ne sais pas si tu aimerais nous partager quelque chose ou quelqu'un a une question, mais voilà, j'ouvre le plancher pour pouvoir répondre à toutes vos questions aussi. En fait, ce que moi j'observe, c'est que oui, la compétence est importante, mais au-delà de ça, c'est davantage l'attitude, c'est le facteur humain, là, comme tu dis, l'énergie de la personne et le blend qu'on va faire avec notre équipe qu'il faut regarder. Absolument. À la fin, c'est vraiment des humains qui vont travailler ensemble, puis c'est eux qui vont avoir des impacts. Ils vont venir le matin, puis si vous les sentez qui sont où la mine basse, sont pas heureux, ça va avoir un impact direct sur ce que vous allez avoir dans votre équipe comme résultat. Puis ça va ou vous amener vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est super important. Ça reste que c'est des humains. Puis il faut vraiment bien les choisir. Et est-ce qu'il existe des façons de détecter quelqu'un qui pourrait être nocif dans l'équipe des fois? Tu vois, ça m'est déjà arrivé de rencontrer un super candidat et il a échoué vraiment à la toute dernière minute. Là, à un moment donné, je me souviens parce que la personne, quand on lui avait demandé des références, n'était pas à l'aise d'en donner. C'est là que ça avait planté parce qu'avant ça, c'était impeccable, c'est la personne qu'on voulait. Y a-t-il une façon de détecter ou c'est vraiment au fil des questions?
Absolument. Tu sais, c'est pas possible avant de rencontrer la personne, de faire tout ce processus-là, de vraiment le détecter. C'est sûr qu'il y a des automatismes qu'on peut avoir. Exemple, tu sais, maintenant, on est chanceux, on a l'Internet. Et tu sais, si la personne est criminelle, ben, tu sais, tapez Google, puis tapez son nom, vous allez savoir. Histoire réelle, ça m'est déjà arrivé de recruter quelqu'un au Canada, puis on avait fait son check criminel, on avait tout checké, c'est son crédit, etc. On avait fait un super beau travail. On avait fait affaire avec une compagnie très, très bien connue, Sterling. Puis on s'est rendu compte après plusieurs mois que la personne avait un dossier en Australie parce qu'on n'avait pas fait un check criminel international. Donc, tu sais, on peut avoir des angles morts, mais tu sais, c'est sûr que si la personne vient d'ailleurs, c'est de penser à faire un criminal check, mais à l'international aussi. Il y a des petites choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est pour ça que des fois, d'avoir un partenaire en recrutement, ça peut aider parce que c'est des choses qu'on a appris à la dure puis que maintenant, on peut venir implanter dans une entreprise. Fait que non, c'est pas toujours évident. Même nous, ça nous arrive de faire des erreurs, mais ce qu'on fait, c'est qu'on veut réduire le plus possible en suivant une méthodologie où ce que tout le monde est impliqué, on pose des vraies questions, on prend le temps de prendre du recul, puis on analyse plus l'humain. Tu sais, ça revient à ça, Patrice, puis tout le monde qui sont sur le webinaire, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là? Tu sais, déjà, si ça, déjà, ça passe pas, là, ça passera pas. Parce que tu sais, si tu arrives au travail puis déjà c'est plate, là, ça marchera pas, là. Oui, Sonia. Je me demandais, tu sais, comme toi qui est spécialiste là-dedans, est-ce que ça t'arrive des fois que sur papier, tout fit, mais tu as comme une intuition qui dit, me semble que c'est pas le bon candidat, mais tu n'es pas capable de dire pourquoi. Tu sais, je sais pas, dans toute l'expérience que tu as, ce que des fois, justement, puis là, tu dis, ben, je le prendrai pas, je suis pas capable d'expliquer ou tu laisses de côté ton intuition. Je pense qu'il faut écouter son intuition, mais tu sais, Sonia, ce qui arrive, c'est que ça fait tellement longtemps que je recrute que les éléments de recrutement se mettent en boîte automatiquement dans mon cerveau puis dans ma façon de fonctionner. Donc, je vais vraiment réduire les chances au grand, grand maximum. Mais ça arrive des fois, mais oui, ça arrive qu'on se fait avoir. Il y a des personnalités qui sont extrêmement bonnes à vendre des choses, puis qui, des fois, ils arrivent à nous avoir, puis ils vont se faire un playlist de toutes les bonnes choses à dire, puis ça sonne comme tu sais, vraiment comme c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais ça arrive. Mais ça, on peut le faire. Comment qu'on peut le faire? C'est qu'on n'essaie pas de se convaincre de quelque chose aussi. Ça, c'est un autre élément qu'il faut pas se faire. Quand tu as ce moment où tu as l'intuition qui te dit, tu sais, il y a quelque chose qui est pas correct, alors il faut pas se convaincre que c'est correct. Alors là, c'est le moment de creuser. Fait que là, si on doit retourner le candidat en entrevue pour creuser une troisième fois, même si ça a l'air painful pour lui ou pour l'organisation, ben, faut le faire. Parce que OK. ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui ou le dérange ou te dérange, puis il faut aller creuser. OK, Fait que c'est c'est une la bonne seule idée. façon. Ouais, Donc, OK. on retarde, on creuse, on va poser les questions supplémentaires, puis là, on peut prendre une décision qui nous met en paix. OK, ouais, merci. C'est un détail, mais oui, je pense, une bonne. Parce que des fois, justement, ça m'est arrivé, puis j'ai pas écouté l'intuition, mais elle était là. Mais j'aurais peut-être dû refaire une autre entrevue pour aller la creuser. Parce que Absolument. c'est dur, comme c'est rien, ce que c'est rien de factuel, c'est juste une intuition. Mais ouais. OK, merci. Ouais, c'est très fort. Puis, tu sais, je vais repartager pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, les coûts de l'embauche, tu sais. Puis pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une embauche est vraiment très, très chère? Tu sais, puis on parlait d'un exemple, tu sais, vraiment concret. Donc, des fois, on calcule juste, on a perdu un salaire annuel, tu sais, c'est 80 000 mais c'est des fois, c'est 1,5 à 3 fois le salaire annuel de la personne, dépendamment du temps qu'on a passé au recrutement, la formation et l'encadrement qu'on a passé avec cette personne, la baisse de productivité, l'impact sur l'équipe, le ralentissement des projets et finalement de devoir recommencer à zéro. C'est ça qui fait qu'un coût de recrutement peut être très, 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 très élevé. Fait que c'est vraiment ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que des fois, on oublie ça quand on fait un recrutement. Fait que de prendre tous ces éléments en compte nous permet de
prendre vraiment des meilleures décisions. François Michaud, je vois que tu es sur l'appel. Est-ce que tu aurais des questions? Oui, oui, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoute, en 27 ans, j'en ai engagé beaucoup, beaucoup de monde. Les fois qu'on se trompe, c'est quand on fait pas nos... En tout cas, dans mon cas, c'est quand j'ai pas fait mes devoirs. Comme tu disais tantôt, quand il vient de l'international ou que ça fait juste 2 ans qu'il est dans le pays, ben, s'informer sur l'international là, au niveau des criminels puis crédits. Mais oui, c'est vraiment quand j'ai pas fait mes devoirs ou je l'ai engagé trop vite, c'est là que après ça, comme on disait tantôt, même quand on fait nos devoirs, ça peut nous arriver, mais au moins on a éliminé beaucoup de possibilités. C'est super, Raph. Bonne présentation. Merci beaucoup, absolument. Ben, écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je veux que vous sachiez que je reste disponible. Nous, ce qu'on fait chez Recruit, c'est vraiment ça. C'est la chasse de tête, puis on a un service qui permet justement de réduire les risques de recrutement. Puis on a un modèle d'affaires qui est assez innovateur, qui permet justement de réduire aussi la facture qu'on a habituellement chez les chasseurs de tête. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner sur votre prochain recrutement, m'assurer qu'on réduit justement les risques et les coûts qu'on peut avoir sur un recrutement. Puis pour nous, c'est pas de trouver un candidat ou une candidate très rapidement. C'est pas ça notre service. On va être collaborateur avec vous, on va être engagé dans le processus, puis on veut s'assurer que c'est la bonne personne que vous trouvez pour que cette personne-là reste à long terme avec vous. Est-ce que tu vas nous envoyer la présentation d'aujourd'hui? Absolument, je vais vous envoyer ça par courriel, puis je vais aussi me rendre disponible. Si jamais vous avez des questions, je vais vous laisser un lien avec un lien de rencontre, comme ça vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par la suite. Excellent, c'est bien noté. Merci beaucoup. C'est très pertinent. Plein de bonnes infos que j'ai notées, moi. Moi aussi. Je retiens qu'il faut faire nos devoirs, notre recherche, puis s'assurer de suivre notre instinct finalement aussi. Absolument, absolument. Bon, ben, je vous remercie encore d'avoir pris le temps. Si jamais vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support, de conseils, n'hésitez pas à parler de moi. Ça me fait plaisir de les accompagner. On accompagne déjà plusieurs entreprises québécoises, plusieurs organisations, puis on veut continuer à les aider à faire de meilleurs choix de recrutement. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Merci, Bon au après-midi. revoir. Salut. Merci, Jean-Philippe.